Salut à tous les investisseurs sans cravate et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'écarte un petit peu du monde de la bourse et de l'immobilier, mais pas tant que ça, vous allez comprendre pourquoi au fil justement de cette vidéo. Mais on va s'attaquer à des sujets qui sont beaucoup plus polémiques et justement aussi actuels avec la famille Fillon et la famille Balkany. On va parler donc de la fraude fiscale, du blanchiment d'argent et de la corruption pour vous éviter de faire des erreurs toutes bêtes lors de vos débats avec des gens ou tout simplement lors de vos discussions pour que vous puissiez manipuler ces différents termes avec plus d'aisance, que vous connaissiez la différence entre ces derniers et que vous évitiez donc de faire des erreurs. Bon alors du coup c'est une vidéo, ça se doit d'être court et moi je suis pas du tout un expert du fisc, donc on va pas pouvoir aller dans les détails profonds vraiment de ces différents concepts. Le fait est que l'objectif, donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est tout simplement de connaître sa zone de confort sur ces différents concepts, donc ce dont on peut avoir un avis critique sur. Et ensuite, les zones où on ne peut pas trop s'aventurer, où il faut éviter d'aller puisqu'on ne maîtrise pas forcément le vocabulaire ou les méthodes, les concepts clés, etc. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire un bilan un petit peu de ces différents sujets et que vous soyez un petit peu plus à l'aise avec ça. Alors pour commencer, on va pas choisir le plus facile, on va essayer d'expliquer la différence entre la fraude fiscale et l'optimisation fiscale. Il faut bien comprendre qu'entre ces deux choses, il y a la loi et que des fois, la barrière, la limite entre les deux concepts est assez fine. Mais le fait est qu'il faut vraiment être conscient qu'il y en a un qui est légal et l'autre qui est illégal. Il faut bien comprendre qu'il existe différents types de supports d'investissement financier ou de types d'exploitation de biens immobiliers, par exemple, qui permettent de bénéficier d'avantages fiscaux. Ces différentes méthodes, elles sont restructurées ou mises en avant plutôt suivant les gouvernements pour diriger le consommateur vers un certain type de bien ou qu'on veut relancer par exemple l'actionnariat en France, la loi Pacte de 2019 qui réforme le PEA et qui le rend fiscalement avantageux, ça permet justement de faire en sorte qu'il y ait plus d'actionnaires français et que ce type de placement devienne plus intéressant. Donc là, vous voyez vraiment la volonté du gouvernement de créer des petites brèches fiscales pour diriger le français vers un certain type de placement. Et ça, des méthodes d'optimisation fiscale, il en existe tout un tas, l'objectif étant toujours de réduire ses revenus nets imposables, que ce soit des revenus donc du capital ou des revenus du travail. Mais il y aura toujours des petits malins qui essaieront d'exploiter donc ces différentes méthodes d'optimisation fiscale d'une façon qui est cette fois-ci illégale. Ils vont essayer de jouer avec la loi donc pour contourner les règles et pour essayer, en se faisant le moins repéré possible, de justement faire de la fraude fiscale. Avec les différents exemples que je vais citer dans cette vidéo, vous allez très vite comprendre que la limite peut être très fine entre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale et que même pour le fisc, c'est parfois assez difficile justement de savoir si oui ou non il y a fraude fiscale ou pas. Le premier exemple que je vais citer, ça ne concerne pas tout le monde, et vous verrez que tous les exemples ne concernent pas tout le monde et ne concernent même pas à chaque fois le même type d'impôt, mais on va commencer par parler des charges foncières et de tout simplement le régime réel d'exploitation de biens immobiliers. Quand on perçoit des revenus immobiliers et que ces derniers ne dépassent pas un certain montant par an, on peut avoir accès à deux régimes, le régime réel et le régime forfaitaire. Comprenez que pour le régime forfaitaire, tout ce qui se passe, c'est que vous percevez les loyers donc des biens que vous exploitez et vous allez avoir un abattement de 50% sur ces différents loyers, puis ensuite le reste sera du net imposable. Pour le régime réel, on ne vous fait pas d'abattement, par contre cette fois-ci c'est vous qui décidez de déclarer vous-même vos charges. C'est donc plus de travail, mais potentiellement si dans le bien vous avez effectué beaucoup de travaux ou alors que vous avez beaucoup de charges, ça va vous permettre de payer encore moins d'impôts. Le fait est qu'il y a des personnes qui se servent du régime réel donc pour gonfler leurs charges, que ce soit faire passer des travaux par exemple de la résidence principale ou d'une résidence secondaire dans les charges du bien que vous exploitez et donc permettre de réduire les loyers qui vont être imposables ou encore par exemple de gonfler les factures des artisans qui vont venir travailler dans le nouveau bien que vous allez exploiter tout simplement pour encore une fois réduire le montant des loyers que vous avez perçus et payer moins d'impôts. De cette façon, sachez qu'il y a des gens qui sont très forts et qui arrivent à payer absolument zéro impôt sur l'exploitation de leurs biens immobiliers. Tout ça en utilisant plusieurs combines qui vont être très difficiles pour le fisc à mettre en valeur et que même s'ils arrivent à le mettre en valeur, ça va être difficile de faire la distinction entre la fraude fiscale et l'optimisation fiscale. En tout cas, par exemple, quand vous faites des travaux de votre résidence principale et que vous rentrez les factures dans les charges d'un autre bien, ça c'est absolument illégal.
Alors on parlait à l'instant des revenus fonciers, mais sachez que même pour les revenus du travail, il existe des méthodes toutes simples pour payer moins d'impôts et frauder le fisc. Sachez qu'il y a des personnes, surtout les indépendants, comme ceux qui possèdent des cafés, ou les coiffeurs, les pharmaciens, qui peuvent gagner moins sur leur déclaration des revenus pour l'impôt sur le revenu, tout simplement parce que leur fiche n'est pas pré-remplie. Par exemple, moi, pour mon livre, je suis aussi à l'URSSAF, je dois déclarer mes impôts, etc. Donc c'est moi qui rentre tout manuellement, et c'est la même chose pour ces commerçants, ces coiffeurs, ces pharmaciens, etc. Alors que pour les salariés, eux, c'est déjà pré-rempli, c'est beaucoup plus difficile, ils peuvent rien changer. Le fait est que, donc, pour les indépendants, ils peuvent faire en sorte de dire qu'ils ont gagné tout simplement moins. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui vient payer un café dans un café, qui paye en cash et que le propriétaire du café ne rentre pas, par exemple, la commande sur sa machine et prend l'argent en cash, se le met dans la poche, personne, ni vu ni connu, peut savoir que la transaction a eu lieu. Donc il n'a absolument pas besoin de l'enregistrer dans ses revenus, il le garde quelque part et il va l'utiliser d'une façon ou d'une autre pour payer l'essence, pour s'acheter des courses et tout ça, tant qu'il ne le met pas sur son compte bancaire, il n'y a aucun souci, la personne vient tout simplement de frauder le fisc. Quand on parlait tout à l'heure du foncier, on peut y revenir tout simplement en disant qu'il y a beaucoup de gens qui sont propriétaires de biens immobiliers et qui louent sans bail, c'est-à-dire que c'est absolument pas déclaré qu'il y a une personne qui vit dans l'appartement qu'ils possèdent et qui leur paye un loyer tous les mois. Ce qui fait qu'ils évitent toute imposition sur les loyers, ils payent quand même une taxe de vacances immobilières parce que un logement vide, il y a quand même des taxes là-dessus, mais ça se compense très très rapidement avec les loyers encaissés au black. Mais par contre ça, pour le fisc, c'est assez facile à repérer parce que, par exemple, ils vont pouvoir regarder les factures d'eau, les factures d'électricité ou tout simplement demander aux voisins s'il y a des gens qui habitent cet appartement et ça va être très vite réglé, donc c'est très difficile d'utiliser cette brèche-là. C'est même pas une brèche, il a complètement créé une brèche puisqu'il loue son appart au black tout simplement, donc ça c'est absolument illégal, mais plus difficile à mettre en place. Il existe tout un tas d'autres méthodes pour frauder le fisc, certaines qui sont d'ailleurs beaucoup plus connues. Vous connaissez tous l'ISF, l'impôt solidaire sur la fortune, qui s'est transformé depuis 2018 en IFI, d'impôt sur la fortune immobilière. Mais il y a beaucoup de gens qui possèdent plus de 1,3 million d'euros de patrimoine et qui essayent justement de s'arranger pour essayer de ne pas payer ces différents impôts. Alors pour l'ISF, il y avait toute l'affaire des comptes offshore de HSBC par exemple, dont le but c'était tout simplement de créer des sociétés écrans dont vous étiez l'actionnaire mais anonymement, qui possédaient des comptes bancaires offshore à l'étranger et donc qui permettaient de stocker cet argent de façon complètement invisible aux yeux de l'État français. Désormais, l'ISF n'existe plus, on parle de l'impôt sur la fortune immobilière et donc là, il y a des méthodes encore qui se sont développées pour justement permettre à des gens de sous-estimer la valeur de leur patrimoine. Sachez que l'État autorise 10% de marge d'erreur justement pour la valeur des biens immobiliers, mais il y en a qui se servent de ces méthodes pour justement aller chercher moins 20, moins 30% par rapport à la vraie valorisation de leurs biens, comme par exemple en évitant de déclarer tout simplement les travaux qui vont être effectués dans certaines maisons ou dans certains appartements, puisque ça doit être déclaré au cadastre. Si par exemple vous faites un garage, une véranda ou une extension, ce genre de choses, puisque ça va faire augmenter la valeur de votre bien et donc augmenter la valeur de votre patrimoine et donc augmenter mécaniquement la valeur de l'impôt. Et bien il y en a plein donc qui se servent de ces différentes méthodes pour justement par exemple ne pas déclarer donc les travaux pour essayer de conserver la valeur du patrimoine à une valeur plus basse qui permettrait de payer moins d'impôts. Donc voilà, là on a fait un petit peu le tour de différents exemples de fraude fiscale, l'objectif étant toujours, encore une fois, d'essayer de déclarer le moins de revenus possible et donc de payer le moins d'impôts. Vous aurez aussi un petit peu compris la différence entre donc optimisation fiscale et fraude fiscale. Optimisation fiscale, c'est-à-dire rester dans la loi et exploiter les méthodes qui ont été mises en place par le gouvernement légalement, alors que la fraude fiscale, c'est justement détourner ces méthodes-là pour en faire une exploitation illégale. Ensuite, il faut comprendre ce que c'est que le blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent, c'est quelque chose qui vraiment beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Il y en a qui pensent que c'est tout simplement créer de la fausse monnaie ou ce genre de choses qui me dépassent complètement. Mais comprenez que le blanchiment d'argent, c'est tout simplement le fait de rendre propre de l'argent sale. Autrement dit, c'est tout simplement faire re-rentrer dans le système économique de façon légale, grâce à une activité justement légale, de l'argent qui a été gagné illégalement et que vous n'êtes pas censé avoir en votre possession. Je vais vous donner deux exemples avec lesquels vous allez tout comprendre.
il faut d'abord une source des revenus. Ça peut être par exemple de l'argent de la drogue. Admettons qu'il y a quelqu'un qui vend de la drogue, qu'il récupère l'argent, ou des armes par exemple, chose qui est illégale. Il récupère de l'argent en cash. Il faut que cet argent en cash aille dans son compte bancaire. Ça va être très très difficile de cacher ça et de le faire de façon invisible. De la même façon, quand on parlait des cafés tout à l'heure qui pouvaient récupérer des transactions en cash et ne pas les déclarer dans les revenus du commerce, cet argent en cash, il va falloir le blanchir si ils veulent le mettre sur un compte bancaire. Donc là, vous avez des exemples d'origine de revenus sales, on va dire. Maintenant, il faut les blanchir. Comment on va faire? Il existe une méthode toute simple, c'est le casino. Vous allez au casino, vous jouez l'argent sale que vous avez gagné illégalement et vous allez gagner de l'argent potentiellement. Alors au casino, vous allez plutôt, avec la loi des grands nombres, sur la longue durée, vous allez plutôt être perdant, mais ça reste quand même quelque chose de rentable pour vous puisque tout l'argent que vous gagnez, vous l'avez gagné légalement avec de l'argent sale. Donc l'argent avec lequel vous êtes rentré dans le casino était de l'argent sale et l'argent avec lequel vous sortez, qui est passé par la machine, qui est comme une machine à laver quoi, hein, et qui vraiment vous permet d'avoir de l'argent que vous avez gagné légalement en allant jouer au casino, et bien vous permet maintenant de les mettre sur votre compte en banque par exemple et tout simplement dire ben voilà, l'argent vient de gains au casino et cela est absolument légal. Alors ça paraît vraiment absolument exacerbant et tellement simple que ça en est déconcertant puisque personne ne vous interroge sur la source de vos fonds lorsque vous êtes allé jouer au casino et de la même façon le fisc ne pourra pas savoir exactement avec combien d'argent vous êtes arrivé dans le casino. Vous pouvez dire par exemple que vous avez joué 100 € et que vous en avez gagné 100 000, vous avez été très chanceux. Évidemment, là où le fisc va pouvoir vous piéger, c'est sur la récurrence de ces différents revenus. Et le deuxième exemple pour blanchir de l'argent sale, c'est celui des commerces pour gonfler justement les revenus du commerce. Dans la fraude fiscale, on parlait de dégonfler les revenus pour payer moins d'impôts, mais là pour le blanchiment d'argent, ça consiste à gonfler les revenus d'un commerce. Je m'explique. Par exemple, un vendeur de drogue a récupéré plein d'argent en cash, il a 10 000 € en cash, il ne peut pas les mettre sur son compte en banque, sinon ce sera flagrant vraiment. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va se servir d'un petit commerce qui ne marche pas forcément très bien, pour petit à petit faire rentrer du cash dans le commerce. Par exemple, il va dire que ce mois-ci, les ventes ont été un petit peu meilleures que le mois précédent et qu'il a vendu pour 200 € de plus de café ou de sandwich ou quoi que ce soit et que du coup ces 200 € proviennent en fait de l'argent sale qu'il avait en cash. Il va les faire rentrer dans l'entreprise. Évidemment, ils vont être soumis à l'impôt, mais ça y est, ils sont dans l'entreprise. L'argent est désormais propre et s'il se paye un salaire avec ou qu'il paye ses salariés, etc., ben, il le fait de façon absolument légale. Encore une fois, pour le fraudeur, c'est une histoire d'équilibre pour essayer de ne pas se faire choper, de faire ça discrètement et de bien manipuler les chiffres pour pas que ça paraisse flagrant et donc de faire rentrer des grosses sommes d'argent petit à petit dans un commerce de façon absolument illégale. C'est vraiment quelque chose qui est pratiqué énormément, que ce soit par exemple, donc, comme je disais, pour les cafés ou pour les services de laverie automatique ou tout ce genre de petits commerces qui marchent pas forcément très bien et qui sont vraiment des outils de blanchiment d'argent. Évidemment, les comptes offshore peuvent être aussi un moyen de cacher de l'argent sale, mais pas un moyen de le blanchir, puisque si vous avez de l'argent sur un compte au Panama, par exemple, et que vous voulez le rapatrier, ben on va vous poser les mêmes questions quand vous allez rapatrier l'argent. Il existe cependant des montages, surtout des montages immobiliers généralement, pour essayer de rapatrier cet argent d'une façon ou d'une autre, en se louant par exemple son propre bien qui appartient à une société dont on est l'actionnaire, mais une société écran à l'étranger. Bref, il existe, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais il existe différentes façons donc de blanchir de l'argent qui est sur des comptes offshore, mais c'est beaucoup plus complexe. Alors on a parlé de la fraude fiscale et du blanchiment d'argent, mais on n'a pas parlé de la corruption et des emplois fictifs. Je vais aller très vite sur ces deux points et on va commencer par les emplois fictifs. Ça concerne principalement le domaine politique et associatif, tout simplement parce que l'objectif est de s'enrichir personnellement grâce aux caisses de l'État ou grâce aux caisses d'une association. Alors la combine est toute simple, c'est continuer de rémunérer quelqu'un ou tout simplement rémunérer quelqu'un qui ne travaille pas et qui n'a aucune activité dans l'entreprise ou pour l'État. Et en parlant de politique, il y a vraiment toute cette entraide qui est créée par les différents acteurs pour justement être solidaires entre eux. Et quand il y en a un qui perd un mandat pour qu'il continue à toucher des revenus, on va le mettre adjoint administratif ou conseiller administratif lorsqu'il est plus sous le feu des projecteurs pour qu'il continue à toucher sa rémunération.
Pour finir, on va parler de la corruption. Là, encore une fois, c'est assez simple à comprendre. L'objectif étant tout simplement d'avoir recours à des pots de vin ou des dessous de table pour avoir accès au pouvoir d'une personne en particulier. Par exemple, si on prend le cas d'un maire d'une commune, il va avoir des droits sur l'exploitation de certains terrains pour de l'immobilier, l'accès à certains types donc de contrats, et certaines personnes mal intentionnées vont donc payer sous forme de pot de vin ou de dessous de table, donc encore une fois, le maire de cette commune-là, avec de grosses sommes, pour pouvoir justement avoir accès à ces contrats, exploiter le terrain, faire des buildings absolument monumentaux, et ensuite faire de la promotion, les vendre, etc. et récupérer de l'argent grâce à cette exploitation-là. Et donc, ils vont rémunérer quelque part la personne qui leur a permis d'avoir accès au contrat, justement, d'une façon ou d'une autre. Alors, par contre, encore une fois, c'est de l'argent qui est sale, l'argent de la corruption. Donc, il va falloir que la personne qui vient d'en bénéficier puisse le blanchir. Et encore une fois, il va souvent utiliser l'immobilier pour cela, et c'est par exemple le cas donc de la famille Balkany. Vous aurez compris toutes les références dans cette vidéo aux différentes familles, que ce soit Fillon pour les emplois fictifs ou Balkany pour le blanchiment d'argent et la fraude fiscale. Dans tous les cas, j'espère que cette dernière vous a plu et que vous resterez sur cette chaîne, que vous vous abonnerez, que vous likerez cette vidéo, et qu'on se retrouvera mercredi pour un retour dans le monde de la bourse et une analyse d'une société du CAC 40. Ciao l'investisseur et à bientôt.